Bonjour à tous. Malgré la distance, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à Vincennes, chez Infogreffe. C'est ici que nos équipes se mobilisent au quotidien pour vous proposer des services qui concourent à la facilitation des démarches en ligne des chefs d'entreprise. En 2020, nous avons été particulièrement présents à vos côtés pour vous proposer des solutions digitales vous permettant de réaliser en toute simplicité, en toute sécurité, vos formalités en ligne. C'est ainsi que plus d'1,5 million de formalités ont été réalisées sur notre portail infogreffe.fr, dont plus de 330 000 créations d'entreprises et plus de 4 300 saisines des tribunaux de commerce via le tribunal digital. Malheureusement, le contexte économique reste très incertain aujourd'hui et le spectre d'une vague de défaillance grandit. C'est donc à vous, chefs d'entreprise, que nous voulons nous adresser aujourd'hui. Nous avons réuni pour ce faire et pour vous des principaux acteurs de la justice économique et les professionnels du chiffre et du droit. Ils vont vous orienter, ils vont vous guider, ils vont vous conseiller, ils vont vous donner quelques clés qui vont vous permettre de traverser ces moments difficiles, cette crise sans précédent. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Je vous propose que l'on ouvre tout de suite la première table ronde pour avoir le temps de bénéficier de l'expérience de chacun de nos intervenants. Je souhaiterais juste vous rappeler, avant que nous serons ensemble pendant 1h30, il y aura 3 tables rondes avec 3 intervenants. À chaque table ronde, je poserai certaines questions à nos intervenants, que je remercie de leur présence. Et ensuite, on aura une séquence de 10 minutes de questions. Donc n'hésitez pas à aller sur le site infogreffe.live pour poser vos questions. Voilà, je vais tout de suite donner la parole au président directeur général de Corsair pour qu'il nous partage son expérience, des difficultés qu'il a traversées. Peut-être que vous pouvez nous dire comment vous avez subi ces difficultés en tant que président directeur général. Première question, et vers quels interlocuteurs vous êtes tourné pour y faire face. Voilà. J'ai eu bien sûr une obsession permanente, une priorité absolue, qui était celle du cash, celle de préserver la trésorerie. Alors d'autant que vous doutez que non seulement les passagers ne voyageaient plus, mais ils ne réservaient pas non plus. Et donc les entreprises ne meurent pas d'une insuffisance des capitaux propres. En revanche, elles meurent d'une insuffisance de trésorerie. Et puis par ailleurs, j'ai très vite analysé qu'il ne fallait pas se satisfaire de trouver une solution transitoire pour passer et traverser cette crise, d'autant que celle-ci n'a cessé de s'intensifier, mais qu'il fallait trouver une solution structurelle pour assurer la pérennité de l'entreprise. Alors, pourquoi ? D'abord parce que Corsair a abordé cette crise de façon fragilisée, bon, pour tout un nombre d'éléments que je ne développerai pas, et puis par ailleurs, très vite, j'ai réalisé que mes actionnaires, notamment l'actionnaire majoritaire, il faut expliquer directement et franchement, bien sûr, ce qu'est la situation de l'entreprise, mais il ne faut pas non plus démotiver, décourager les équipes. Et donc, plus que jamais, le chef d'entreprise est la clé de voûte de la société et tous les espoirs se reportent. Il faut expliquer directement et franchement, bien sûr, ce qu'est la situation de l'entreprise, mais il ne faut pas non plus démotiver, décourager les équipes. Et donc, plus que jamais, le chef d'entreprise est la clé de voûte de la société et tous les espoirs se reportent sur vous. Il faut faire en même temps de la communication externe. Et croyez-moi, concilier communication interne et communication externe, ça n'est pas facile, parce qu'en externe, il faut rassurer nos fournisseurs, il faut rassurer nos partenaires commerciaux. Bon, j'essaie de mobiliser tout mon réseau, bien entendu. Alors, vous me demandiez sur le plan personnel comment on vit ce genre de situation quand on est un chef d'entreprise. Et par ailleurs, dans le cas de Corsair qui va célébrer, on s'en réjouit, ses 40 ans de vie, ses 40 ans d'ancienneté cette année 2021, c'était aussi un pan de l'histoire du transport aérien français. Il faut savoir que, je rappelle que Corsair est à l'origine de la fin du monopole d'Air France sur les destinations outre-mer et touristiques, a été à l'origine de la démocratisation du transport aérien français. Donc on se sent un peu dépositaire, évidemment, de toute cette
de tout cet héritage, d'autant que quelques mois auparavant, en 2019, 2 entreprises françaises avaient disparu, XL et Glazure. Et évidemment, quand on est chef d'entreprise, on ne veut pas que cette histoire, elle s'arrête avec nous. Et puis l'extrême solitude, parce que, voilà, on se sent seul, avec ce poids des responsabilités, et donc c'est pour ça qu'il est important de recourir à l'environnement. Ça sera la deuxième question que vous m'avez posée. Donc, je dirais que je me suis lancé dans cette bataille à corps perdu, j'ai consacré toute mon énergie, je me suis donné corps et âme pendant de nombreux mois. Ça a été un combat, alors ça a été non seulement un combat, mais ça a été une course de fond, parce que malheureusement, évidemment, la ligne d'arrivée, comme je dis, n'a cessé de rentrer dans le temps. Il faut savoir que nous, on a bouclé l'opération le 30 décembre, on a finalisé d'ailleurs avec l'État français quelques éléments le 31 décembre, et puis c'est aussi une course d'obstacles, puisque en permanence, ne cesse de se présenter de nouveaux obstacles. Je dirais que quand on est chef d'entreprise, il ne faut pas se décourager, il faut rebondir et avoir une forte capacité de résilience. D'accord, très bien. Et sur la partie accompagnement, vers qui vous vous êtes tourné justement? Alors, sur la partie accompagnement, et je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse partager à d'autres chefs d'entreprise, c'est que d'abord, au début de la crise, j'ai été contacté par Jean-Baptiste Djibari, le ministre des Transports, que je connaissais, qui m'a orienté vers le SMI. Et je m'en suis félicité. Le SMI, avec lequel il a déjà évoqué la situation de Corsair. Je suis entré en contact avec Louis Marguerite, que je me réjouis de revoir et de saluer à cette occasion, qui dirigeait le CIRI à l'époque, qui a été extrêmement réactif, extrêmement coopératif, et ça a été le début d'une collaboration durant de nombreux mois. Et j'en profite pour souligner devant toute l'assistance, d'ailleurs, la qualité remarquable et l'engagement sans faille des équipes du CIRI. Donc Louis Marguerite m'a orienté vers la justice économique, vers les procédures de prévention, et il m'a communiqué une liste de contacts d'administrateurs judiciaires. Alors, j'ai approfondi le sujet parce que vous en doutez évidemment, j'étais absolument pas familier avec cet environnement, avec ces procédures, et j'en suis arrivé très rapidement à la conclusion, et ça je pense que c'est un péché d'orgueil que doivent éviter les chefs d'entreprise, que, bon, vu la situation d'entrée dans la crise de Corsair, vu l'acuité, le caractère exceptionnel de cette crise, je n'avais aucune chance de m'en sortir seul si je ne m'entourais pas de conseils et d'une équipe. Et qu'il fallait que je joue le jeu des procédures préventives et amiables et que je recours au tribunal de commerce. Alors c'est un des meilleurs conseils d'ailleurs que je puisse donner aux chefs d'entreprise qui sont confrontés à des situations similaires, c'est allez-y, ne tergiversez pas et n'attendez pas qu'il soit trop tard. C'est-à-dire qu'il faut d'ailleurs démystifier, comment dirais-je, la relation tribunal de commerce, administrateur judiciaire d'une part, et d'autre part l'entreprise. Le tout, c'est que ce cadre d'intervention soit pris de façon précoce, tant qu'il en est encore temps, et le fruit de mon expérience, c'est que c'est un recours précieux. Alors, quand on est chef d'entreprise, je peux vous dire que c'est pas intuitif. Je me suis posé beaucoup de questions. Je vous dis pas que j'ai adhéré spontanément à cette idée, parce que quand on est chef d'entreprise, quand on vous dit tribunal de commerce ou administrateur judiciaire, on met égal redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Et puis on a un peu honte, et puis on a le sentiment que finalement, c'est un aveu de faiblesse et c'est un aveu d'impuissance. Et quand vous êtes le PDG d'une compagnie, vous détestez ça, sinon vous prétendez maîtriser la situation. Et puis on a l'impression aussi qu'on va renoncer à ses prérogatives de chef d'entreprise, mais cela est faux. Ces procédures préventives, elles sont amiables dans un premier temps, bien sûr, elles sont confidentielles et nous, la confidentialité a parfaitement été respectée, elles servent à prévenir les défaillances et je vous le disais tout à l'heure, le chef d'entreprise est dans une situation de solitude extrême. Donc là, il va trouver du renfort, il trouve de l'aide auprès du mandataire ad hoc ou du conciliateur judiciaire dans ses rapports avec les créanciers, dans ses rapports avec l'État, dans ses rapports avec tout l'environnement, et ce, sans perdre le pouvoir de gestion d'entreprise. J'ai continué à être aux manettes de mon entreprise. Donc très vite, mon choix s'est porté sur Hélène Bourboulou, voilà, qui d'ailleurs ne s'est pas imposée. Elle n'a pas voulu forcer les choses
Elle n'a pas voulu me forcer la main, elle a fait preuve de beaucoup de pédagogie. Et elle m'a donné le temps que je m'engage dans cette démarche de façon volontaire et convaincue. Et ça, je pense que c'est un facteur clé, la réussite de ce type de procédure. Il faut que le chef d'entreprise s'engage de façon volontaire, il soit à l'initiative de cette démarche et ne se sente pas dépossédé dans quelque chose. Qu'est-ce que vous pourriez... Très vite saisi. Qu'est-ce que vous pourriez juste dire en un mot pour conclure? Le tribunal de commerce de Créteil a vu une requête pour demander la désignation de Maître Bourgoulou en tant que mandataire ad hoc. Ça a été fait dès le 18 mars. Et puis, assez rapidement après, je suis passé à la conciliation judiciaire le 29 avril. Puis, j'ai complété l'équipe. Alors, c'est d'ailleurs intéressant, si vous voulez, que je dis j'ai complété l'équipe. C'est-à-dire que je n'ai pas envisagé Hélène Bourgoulou comme une mère fouettarde ou quelqu'un que je devais redouter ou que je devais craindre. Je l'ai considéré d'emblée comme faisant partie de mon équipe pour m'aider à trouver une solution pour sauver Corsair. Et là, j'ai continué à m'entourer des meilleurs, c'est-à-dire des spécialistes, avocats, bien sûr, dans la restructuration, des cabinets d'affaires, une banque d'affaires, parce que très vite, comme je l'ai dit, il fallait que je reconstitue aussi un tour de table pour trouver de nouveaux investisseurs et également des avocats en restructuration. Voilà ce que je peux dire rapidement. Je vous remercie beaucoup pour ce partage d'expérience. Je pense que c'est important pour notre auditoire qui sont des chefs d'entreprise et qui vivent aussi cette solitude et ce poids qui pèse sur leurs épaules. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais maintenant me tourner vers Georges Échelme. Vous avez présidé une mission commanditée par pas moins de 4 ministres, ce qui prouve l'importance de la mission. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les principaux constats que vous avez dressés à travers cette mission ? Oui, bonjour. Intervenir après la présentation du cas Corsair, c'est parfait puisque c'est le cas de figure idéal, si je puis dire, puisque la procédure a réussi et est sortie par le haut. Cependant, la mission, le constat de la mission, c'est que ce n'est pas toujours la réalité. 2 chiffres pour ne pas être trop insipide. 45 000 procédures collectives à peu près. Sophie Jonval et Sonia Roas nous diront tout à l'heure peut-être plus exactement la réalité, mais sur les années 2018-2019, c'est 45 000 procédures collectives devant les tribunaux de commerce, 4 000 dossiers de prévention. Donc moins de 10%. Et le constat de la mission que j'ai eu l'honneur d'animer est que la moyenne des salariés, du nombre de salariés par procédure de prévention est de l'ordre d'une vingtaine. Une vingtaine, ce qui veut dire que lorsqu'on se réfère à la nomenclature de l'INSEE, par exemple, les TPE, c'est moins de 9 salariés, ce qui veut dire en gros que 90% des entreprises françaises ne vont pas à la prévention. Tout au moins, la prévention ne va pas à ces entreprises. Donc ça a été le sujet majeur de notre mission. Nous avons essayé de comprendre pourquoi ces entreprises n'allaient pas à la prévention. Il y a 3 facteurs essentiels qui ont été mis en exergue. Le premier, c'est la méconnaissance. La méconnaissance par les entrepreneurs des procédures qui existent, et outre le fait que ce sont des procédures judiciaires, donc il y a déjà la méconnaissance de ce monde-là, et la méconnaissance du fait que ce sont des procédures de gestion en fait, de l'entreprise, comme cela vient d'être souligné dans l'intervention précédente. Le deuxième aspect, c'est la difficulté à se retrouver dans les dispositifs de prévention. Nous en avons recensé plus d'une vingtaine, et il en existe beaucoup d'autres, puisqu'il y a ceux qui sont mis en place par les associations, par les régions. Donc, lecture très difficile. Problème de cohérence. Le problème du coût de la prévention aussi a été mis en avant par les représentants d'associations, de syndicats d'entrepreneurs que nous avons rencontrés. Donc tout cela fait que les petits entrepreneurs, en général, ne vont pas vers la prévention. Donc le sujet, c'était d'ailleurs le sujet de la mission, c'était comment essayer de flécher tous ces dispositifs vers des dispositifs protecteurs. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que les seuls dispositifs qui étaient vraiment protecteurs, surtout pour les petites entreprises, c'était ceux qui permettaient d'appréhender la globalité des créanciers. Et ce sont donc les procédures amiables de prévention
qui, comme ça l'a été rappelé, sont des procédures confidentielles, sont des procédures qui sont à la main de l'entrepreneur, et surtout, et nous parlons là, encore une fois, de petits entrepreneurs, permettent à ceux-ci d'être accompagnés, puisque dès que la procédure est ouverte, soit le mandataire, soit le conciliateur accompagne le dirigeant d'entreprise. Notre interlocuteur précédent nous a fait savoir qu'il se sentait seul, et pourtant il était dans une entreprise importante et il ne doit pas être tout seul dans la gestion. Mettons-nous à la place du petit entrepreneur qui, lui, est vraiment seul, qui bien souvent n'a comme interlocuteur que son expert comptable. Encore faut-il qu'il ait payé régulièrement pour avoir une relation, j'allais dire, professionnelle avec lui. Donc il est indispensable que ces gens-là puissent être accompagnés, et c'est pour cela que nous avons suggéré de mettre en exergue le mandat ad hoc, qui est la procédure la plus simple à ouvrir et qui permet à l'entrepreneur d'être accompagné. Très bien. Je vous remercie. Et vous, alors, quelles mesures vous avez retenues de ce rapport, notamment pour démocratiser l'accès à ces procédures ? D'abord, bonjour à tous, et je suis ravi de retrouver un certain nombre d'entre vous, en particulier M. Dizaguier. Oui, pardon, je ne vous ai pas présenté. Ah, non, mais... Louis-Marguerite, vous êtes directeur de cabinet de M. Alain Griset, ministre délégué auprès des PME. Absolument, voilà. Et je m'occupais jusqu'à récemment du CIRI, que j'ai eu l'honneur d'animer. Donc je salue évidemment Pascal Dizaguier, merci pour vos mots, et le président Richel. Moi, je partage tout ce qui vient d'être dit, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments quand même. D'abord, on a la chance d'avoir un droit qui est certes complexe, mais probablement assez complet, et qui ne nécessite pas de changement de paradigme majeur, peut-être quelques ajustements sur lesquels je reviens dans un instant, mais en tout cas, on a un cadre qui est très favorable aux débiteurs, et c'est heureux. Et il est évidemment, pour le gouvernement, pas question de revenir sur ces principes. On protège l'emploi, on protège l'activité économique. C'est d'autant plus vrai qu'on a mis en place beaucoup de mesures très puissantes pour sauvegarder l'économie et permettre qu'elle rebondisse, on l'espère, le plus rapidement possible. Il y a quand même un sujet, et c'est encore plus vrai sur le milieu des PME que je découvre maintenant depuis 2 mois, enfin le milieu en tout cas, prises de plus petite taille qui ont d'autres problématiques, où la solitude du dirigeant qui est évoquée par Pascal Dizaguier est, j'allais dire, presque encore plus forte, enfin au moins aussi forte, c'est le branding, c'est-à-dire la marque. Qu'est-ce que ça veut dire que de s'adresser à quelqu'un ? D'abord, effectivement, il y a l'idée que on a besoin d'aide, ça va pas de soi, parce qu'on a toujours mené son entreprise tout seul, on n'a pas de leçon à recevoir, et franchement c'est assez vrai, enfin en tout cas c'est assez largement vrai, et donc il y a déjà accepter qu'il y a une difficulté. Alors là, tout le monde comprend, c'est-à-dire elle est peut-être sans doute un peu plus acceptable, entre guillemets, parce qu'il y a une crise qui est évidemment majeure, très puissante, très durable. Mais quand on commence effectivement à parler, et c'est ce qui était vrai pour des grandes entreprises, l'est encore plus, j'allais dire, pour des petites et des moyennes, c'est bien écoutez, le système qui marche, c'est la justice commerciale. Alors on commence par justice, les mots sont forts, on parle d'administrateur, jusque-là tout va bien, mais judiciaire, les mots sont forts là aussi. Il faut aller voir le tribunal, là aussi les mots sont forts. Et prononcer ces mots, c'est déjà ça peut être extrêmement dur à l'oreille de chefs d'entreprise, mais qu'ai-je fait pour en arriver là ? Donc évidemment, il faut qu'on puisse avoir aussi un discours d'abord rassurant, je pense qu'on l'a tous, on est tous convaincus dans cette assemblée, mais effectivement de promotion, parce que et ça c'est le deuxième constat, beaucoup d'entreprises, et c'est encore plus vrai pour les entreprises de petite taille, il ne faudrait pas grand-chose pour que ça marche. Il faut d'abord un constat simple, où j'en suis, pourquoi j'en suis là. Bon, tout le monde comprend pourquoi j'en suis là. Il y a un choc extrêmement majeur économique. Je disais qu'on en parlera à nos enfants et nos petits-enfants et qu'on en ferait des bouquins, c'est probablement assez vrai. Pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, voilà, et qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, c'est en règle générale, pas grand-chose. Un petit coup de fil, j'allais dire à un ami, je sais pas, mais en tout cas un petit coup de fil à quelqu'un, à son banquier, à son créancier public, et voilà, un petit moratoire, peut-être un petit effort ici ou là. Il y a en général, souvent, pas toujours le cas, mais souvent, pas grand-chose pour que ça marche. Il faut juste prendre les quelques heures pour le constat et les quelques heures pour que ça fonctionne. Donc, sur ces deux constats, nous, on a quelques idées très simples en réalité. D'abord, il faut, pour démocratiser l'accès à ces petites procédures, parce que pour les plus grosses, il y a l'écosystème qu'on connaît bien et qui a été effectivement évoqué dans le cas de Corsair, mais bien vrai dans beaucoup d'autres, c'est il faut démocratiser par un accès simple, identifié pour les petites entreprises. Ça veut dire quoi ? Alors, on parle de ce terme qui est peut-être pas le mieux choisi, mais de ces conciliations, de ces mandats dits low cost. Low cost, ça veut dire quoi ? Ça
veut dire bas coût, ça ne veut pas dire mauvaise qualité, bien sûr, au contraire, mais bas coût, identifié pour un forfait, voilà cette idée, mais que je mets sur la table et qu'on peut travailler tous ensemble, cette idée qu'on pourrait effectivement systématiser avec un forfait, une prestation, j'allais dire presque, une prestation presque commerciale, mais presque à prix coûtant d'une certaine façon, combien à discuter bien sûr entre nous, pour qu'il y ait un diagnostic et ensuite une résolution. Encore une fois, il ne faut pas grand-chose, c'est vraiment la capacité à aller voir son environnement direct. Dans les petites entreprises, il y a en général un créancier public qui est autour de la table, il y a en général éventuellement une ou deux banques, mais c'est tout. Peut-être quelques fournisseurs, mais je pense qu'on peut y arriver comme ça. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, il y a vraiment un sujet autour de l'exercice des cautions. En tout cas, nous, c'est une piste qu'on va commencer à explorer. Vous savez, c'est peut-être un peu technique, mais que lorsqu'on sort d'un plan de sauvegarde, d'ailleurs, plutôt pour des entreprises d'une certaine taille, enfin en tout cas qui est moins utilisé par une petite taille, les cautions sont conservées, l'exécution du plan, ce qui n'est pas vrai en redressement judiciaire. Alors même que redressement judiciaire, on pourrait avoir des plans qui tiennent la route, enfin on a beaucoup de plans qui tiennent la route, eh bien on pourrait effectivement avoir une protection en plus des cautions. Évidemment, c'est un débat qu'on va avoir vraisemblablement avec les créanciers, et donc il faut qu'on puisse avoir ce débat sereinement, et nous on pense que ça permettrait d'avoir des plans qui tiennent la route pour les entreprises. Troisième élément, il faut systématiser le rétablissement professionnel. Là aussi, petite mesure plutôt destinée à des petites entreprises, en l'occurrence des entreprises sans salariés, mais ça touche directement des indépendants, et c'est aussi une population à qui il faut adresser un message, j'allais dire d'espoir, et surtout qu'on leur adresse un certain nombre de réponses à leurs questions. Rétablissement professionnel, vous avez une procédure encadrée sur 4 mois qui permet d'effacer sa dette sous les 4 ans, évidemment dans un cadre défini. Il faudrait le systématiser pour aussi donner de la visibilité, c'est ça qui est important. Les chefs d'entreprise nous disent, mais je vais rentrer dans quelque chose, je ne sais pas quand je vais en sortir et comment je vais en sortir. Donc la perspective de leur dire, dans 4 mois, ça va se passer comme ça, la procédure se passe comme ça, et leur donner de la visibilité, c'est extrêmement précieux. J'en termine peut-être par un mot de conclusion sur tous ces sujets. La confiance, elle est clé. Je peux vous dire que dans 3 ans, et même encore maintenant, les entreprises qui viennent nous voir, elles n'ont pas de leçons à recevoir de gens comme nous qui n'ont pas été forcément toujours sur le terrain, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais il faut qu'on puisse leur dire, voilà, je vais t'aider. Et je vais t'aider, pas uniquement parce qu'on va apporter des moyens. Bien sûr, l'État joue son rôle, et joue son rôle beaucoup plus qu'une situation normale, et c'est normal là-dessus, mais beaucoup de sujets ne se règlent pas que grâce à l'État. J'insiste sur ce point. Se règlent parce qu'on va mettre tous les gens qui ont un intérêt direct ou même très indirect à la préservation de l'emploi, et c'est beaucoup plus d'acteurs qu'on ne le pense en règle générale, eh bien c'est de leur dire, on va s'en sortir tous ensemble. Le contrefactuel, c'est quoi si ça part mal? Ça veut dire que tout le monde va prendre sa perte, tout le monde va essuyer une perte dommageable, immédiate, pas plus long terme. Et donc la confiance, je suis là pour t'aider, et donc évidemment elle se construit, elle ne se décrète pas lors d'un entretien d'1 heure à Bercy, dans le bureau de l'avocat, dans le bureau du président du tribunal, mais elle se construit aussi sur c'est extrêmement important, et voilà, et donc c'est important, et ce d'autant plus que beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas connu cette période, c'est-à-dire ils ont été très bons pour développer leur entreprise, en plus dans des phases de croissance. Là, on est dans une phase difficile, il faut redresser la barre, il faut se donner de la perspective, il faut avoir des business plans qui tiennent la route, et donc ça nécessite aussi d'autres compétences, mais voilà, donc cette confiance, elle est extrêmement clé, et dans ces rapports humains, à un moment donné, lorsqu'on est face aux chiffres, il y a aussi la conviction avec le chef d'entreprise, avec les créanciers, avec ceux qui sont autour de la table, et ça joue, ça se construit, et voilà, et si on est là pour aider quelque chose, on le fait avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'aurais 2 questions. Une pour vous, tout d'abord, cette procédure low cost, donc ça s'adresserait plutôt aux restaurateurs, ces entreprises qui conjoncturellement ont vraiment beaucoup souffert. C'est quelque chose dont vous discutez, qui pourrait se mettre en place rapidement? Alors tout à fait, d'abord c'est vraiment destiné à les petites entreprises, dont je rappelle que l'immense majorité est vraiment placée sous cocon. On le voit bien, on a baissé de 30 à 40% le nombre d'ouvertures de procédures collectives, on est à 35 000 sous contrôle collectif contre à peu près 50 000 je crois sur une année 2019 qui était elle-même une année basse, je rappelle aussi, on était en phase, quand on regarde les années début des années 2010 et 2019, on a eu cette chute importante. Donc si on faisait cette année que 65 000 procédures, ce ne serait qu'un effet de rattrapage
par rapport à une année qui était elle-même basse. Bon, ça c'est un premier élément. Donc effectivement, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on va revenir à quelque chose de plus normal. Il est possible que les procédures augmentent, et peut-être que c'est pas une mauvaise chose, sans doute que c'est pas une mauvaise chose. Après, la question, c'est dans quelle proportion, à quel rythme, et j'allais dire avec quel degré de souplesse ou de dureté. Donc, procédure low cost, évidemment, ça s'adresse à des toutes petites entreprises, quelque chose d'assez simple, restaurateurs, mais pas seulement. Les restaurateurs sont assez bien soutenus, comme beaucoup d'autres professions, mais c'est vraiment cette idée que rapidement, on peut, pour ceux qui n'ont d'ailleurs pas activé beaucoup de nos mesures qu'on a faites, si vous allez voir le créancier public actuellement, vous demandez un étalement sur 12, 24, 36 mois, alors peut-être on peut discuter 5 minutes, mais c'est plutôt quasi automatique, donc je le dis, c'est aussi beaucoup pour utiliser déjà ce qui est existant. Vous allez voir votre banque, dans un certain nombre de cas, voilà, les gens sont plutôt compréhensifs. Alors il peut y avoir des blocages ici ou là, il ne faut pas hésiter à les faire remonter aux différents échelons quand il peut y avoir des incompréhensions. Mais donc je le dis, ces procédures sont destinées aussi à utiliser déjà tout ce qui existe et qui n'est pas forcément utilisé parce qu'on n'y réfléchit pas, etc. Est-ce qu'il y a eu un consensus autour du constat dans votre mission et des propositions? Oui, bien sûr. Je pense que le rapport que nous avons remis est un rapport de consensus, parce qu'on n'aurait pas pu fonctionner autrement. Très rapidement, en plus, les conclusions, c'était le 19 février, c'est ça Alors oui, 19 février, et encore nous étions en retard, puisque théoriquement nous aurions dû rendre le rapport à la fin de l'année dernière, mais comme nous avons auditionné plus d'une centaine de personnes, on a été obligé de demander des délais de grâce, un étalement de notre dette d'un mois. Moi, je suis heureux d'entendre Louis-Marguerite, parce que dans ses propos, il y a des éléments il reprend des éléments qui ont été formulés par le rapport de la mission, et donc je vois que ça va pouvoir prospérer. Alors effectivement, pour les très petits, mais je pense que le sujet majeur quand même, c'est l'accès à l'information. Les dirigeants d'entreprise, alors c'est encore plus vrai pour les petites entreprises, mais c'est vrai globalement, nous l'avons entendu, le directeur général de Corsair nous l'a dit, c'était un monde nouveau pour lui. Les gens n'ont pas accès à l'information. Donc il faut que cette information soit cohérente, parce qu'aujourd'hui 20 dispositifs, ce sont 20 silos différents, information cohérente et accessible. C'est de l'information grand public sur les procédures en général, sur la prévention, et ensuite ça renvoie aux dispositifs particuliers qui ont été évoqués. Mais je pense que c'est le point de départ. Si on ne fait pas, si les pouvoirs publics, parce que je pense que c'est au niveau des pouvoirs publics que ça doit se traiter, ne font pas une démarche, un effort, une démarche d'information globale, cohérente et lisible. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des dispositifs, pour résumer, c'est les experts parlent aux experts. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Marguerite parlait de démocratisation, en fait. Voilà. Mais ça faisait effectivement, je vois que le ministère a lu le rapport et reprend certains points, avec certainement des travaux aussi qui étaient déjà engagés. Ce n'est pas le sujet. Mais comme le ministère de l'économie était présent dans la mission, j'ai bon espoir que ça puisse aboutir, parce qu'effectivement, le constat, c'est quand même 90% des entreprises françaises ne vont pas à la prévention. Voilà. Donc, alors, le reste fonctionne, il y a de beaux dossiers qui sortent. Pour autant, je pense qu'effectivement, la période de crise que nous connaissons va entraîner demain des choix douloureux, et donc et d'ailleurs, c'est aujourd'hui que ces procédures devraient être utilisées, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a peu de procédures de prévention, de ce que j'en sais, qui s'ouvrent parce que les gens sont dans une position d'attentisme. Voilà. C'est profiter du répit finalement organisé par le ce gouvernement répit, pour favoriser le rebond. Répit, les moyens de l'État qui ont permis de tenir, et ça il faut être clair là-dessus, s'il n'y avait pas eu tous ces moyens, ces gens-là auraient disparu. Mais on a l'impression que les gens sont encore dans l'attente de nouvelles mesures et ne bougent pas et ne prennent pas les décisions aujourd'hui qui consistent à dire bon, je vais aller me restructurer, et même si je suis un restaurateur, un petit entrepreneur, j'ai des soucis, c'est justement parce qu'on a un peu d'argent, l'État aide à faire la trésorerie, c'est maintenant qu'il faut aller chercher les procédures de prévention. C'est pas demain, parce que demain on passera directement en procédure collective. Vous m'avez fait parfaitement ma transition pour la table ronde suivante. Je vous remercie. Le tribunal de commerce, premier refuge des entreprises en difficulté. Je vous remercie d'être intervenu. Merci beaucoup. Et puis on va passer à la deuxième table ronde.
Voilà, je vous propose que nous débutions cette deuxième table ronde, le tribunal de commerce, premier refuge des entreprises en difficulté. Avec vous, Sonia Arroas, présidente de la conférence générale des juges consulaires. Voilà, lorsque les difficultés commencent à s'accumuler, le chef d'entreprise a bien évidemment le réflexe de se retourner vers ses créanciers, moins de pousser la porte d'un tribunal de commerce peut-être. En quoi le tribunal de commerce est une solution pour lui ? Alors en quoi le tribunal de commerce est une solution ? Avant tout, pour la confidentialité. Il faut que les chefs d'entreprise sachent que, avant tout, c'est confidentiel. C'est-à-dire que les fournisseurs ne seront pas au courant que la porte du tribunal a été franchie, que les clients ne seront pas plus que la porte du tribunal a été franchie. Donc, avant tout, c'est un problème de confidentialité. Après, il faut quand même savoir qu'on fait une analyse du dossier. Donc, les dirigeants d'entreprise sont reçus par, en général, le président du tribunal ou un de ses représentants, et on fait une analyse du dossier. On est un interlocuteur privilégié. Ensuite, en fonction de ce qu'on trouve dans le dossier, on va soit aller vers un mandat ad hoc, soit aller vers une conciliation. Là, il faut bien comprendre que ce sont des mesures amiables, que ce n'est pas de la procédure collective, que même nos greffiers ne sont pas au courant avant que l'on ne signe l'ordonnance. Donc c'est très important que c'est dans le secret du bureau. C'est très très important. Que le chef d'entreprise a le choix du mandataire. S'il n'en connaît aucun, bien évidemment, le président va l'aider à en trouver un. Que nous, on travaille essentiellement avec des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires, mais qu'il y a d'autres solutions également. Et qu'on est en train de mettre en place des mesures pour les TPE et les petites entreprises pour qu'on ait des honoraires tout à fait raisonnables, voire assez restreints, parce que j'ai souvent entendu dire oui mais ça coûte très cher. Non, surtout quand vous n'avez plus de trésorerie, tout à fait. Non, ça ne coûte pas très cher. Ça peut coûter très cher. Je reviens sur ce que je dis, ça peut coûter très cher, mais dans bien des cas, ça ne coûte pas très cher parce que les honoraires sont complètement vérifiés par le président du tribunal, qu'ils sont validés par le chef d'entreprise, bien évidemment, et qu'on prend des accords avec ce qu'on appelle les AJMJ, c'est-à-dire les mandataires et les administrateurs judiciaires, pour avoir des tout petits prix concernant un très grand nombre de sociétés. Donc, avec tout ça, on arrive à trouver des solutions, soit pour négocier avec les banquiers, soit pour négocier avec certains fournisseurs, soit avec tous les problèmes qu'on a eu récemment avec les bailleurs. On trouve des solutions pour arriver à ce que le chef d'entreprise puisse s'en sortir. C'est très très important et je tiens à rappeler toutes ces mesures parce que le chef d'entreprise a souvent peur de passer la porte du tribunal de commerce. Or, il faut savoir que là, il n'est pas dans une procédure. Il doit franchir la porte de son propre chef et il faut savoir que c'est très important pour lui qu'on puisse l'aider en amont. Tant qu'il est malade, dès qu'il a des impayés, dès qu'il a des problèmes de structure, on peut le sauver. Il faut savoir que le tribunal de commerce peut sauver les entreprises, est là pour sauver les entreprises. S'il arrive en fin de parcours, même avec toute la meilleure volonté du monde, il est rare qu'on puisse sauver quelqu'un qui est décédé. C'est ça, parce qu'avec ce mot justice économique, en fait, on n'a pas cette dimension préventive qui est pourtant essentielle et que vous vivez au quotidien, c'est ça ? Que l'on vit au quotidien, on en a tous les jours, alors en fonction de la taille du tribunal, mais on en a tous les jours, tous les présidents se mobilisent, tous les présidents de tribunaux se mobilisent pour ça, et on est là pour aider les chefs d'entreprise. Est-ce que vous avez plus de démarches comme ça de chefs d'entreprise en raison de cette période bien particulière ? Oui. Actuellement, alors par contre, mais notre présidente des greffiers va nous le dire, va nous donner les chiffres, mais par contre on a beaucoup moins de mesures de procédure collective actuellement. La procédure collective a considérablement diminué. Et par contre, les conciliations ou les mandats ad hoc, peu importe, les mesures amiables, ont bien augmenté. C'est un bon indicateur, du coup. Ce qui est un bon indicateur parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir vraiment aider les entreprises et donc les sauver en amont. Très bien. Je vais me tourner vers vous maintenant, Sophie Jonval. Vous êtes présidente du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. J'ai réussi à le dire d'une traite sans... C'est pas mal. Voilà, le premier contact, c'est souvent les greffiers au sein du tribunal de commerce, des tribunaux de commerce aussi. Comment se matérialise ce lien dans les tribunaux ?
Alors, ce lien se matérialise de deux façons. D'une façon physique dans un premier temps, et puis ce contact peut être également un contact dit dématérialisé. Donc, je vous livre quelques chiffres de notre présence sur le territoire. Donc, 141 tribunaux de commerce en France métropolitaine et sur le territoire ultramarin, 235 greffiers de tribunaux de commerce au contact des entreprises au quotidien avec leurs 2000 collaborateurs. Donc, nous sommes très attachés à ce que l'accueil physique puisse être présent sur tout le territoire. Et pour ce faire, nous avons un service d'accueil physique toujours renforcé. Alors évidemment, pendant les mesures sanitaires de confinement, cet accueil physique n'a pas été possible. Heureusement, les outils digitaux de la profession ont pris le relais pour garder aux chefs d'entreprise ce contact avec notamment le président du tribunal de commerce et les juges. Nous sommes donc aujourd'hui dans un contexte phygital puisque nous avons un certain nombre de services digitaux, mais aussi nous sommes très attachés à ce que l'accueil physique puisse être maintenu puisque le digital ne doit pas faire oublier l'aspect humain de la relation entre le justiciable et la justice. Nous avons aussi, pour répondre aux attentes des chefs d'entreprise et pour leur permettre d'analyser leurs difficultés en amont. La particularité de la France, c'est qu'au sein du tribunal de commerce sont tenus les registres de publicité légale, les registres de l'activité économique, ce qui permet donc une certaine sécurité et une transparence de la vie économique. Les entrepreneurs peuvent entreprendre en toute sécurité, mais également aussi peuvent, grâce à ces outils et à la diffusion de l'information légale notamment, se renseigner sur leurs co-contractants auprès du tribunal de commerce grâce à une information vérifiée, authentifiée. Et donc cette information est également diffusée, bien entendu, auprès des magistrats consulaires qui peuvent l'utiliser à des fins de prévention. C'est d'ailleurs les préconisations du rapport qui a été récemment rendu par la mission menée par Georges Richelme, qui était précédemment sur cette table ronde également. Donc nous sommes très attachés à ce que les juges puissent bénéficier d'outils leur permettant d'analyser le territoire de façon analyser l'activité économique de leur ressort, mais également que les chefs d'entreprise puissent bénéficier aussi à la fois d'un accueil physique, d'outils dématérialisés et d'informations, puisque la mission a aussi pointé cet aspect parfois de manque d'informations du chef d'entreprise qui n'a pas les informations sur les outils mis à sa disposition, puisqu'il est apparu aussi qu'il apparaît que le dispositif législatif et réglementaire en France est suffisamment, je dirais, fourni, si je peux m'exprimer ainsi, mais les chefs d'entreprise hésitent encore à pousser la porte du tribunal. Donc notre rôle est un rôle d'information, pas un rôle de conseil, qui lui est relayé par les professionnels du chiffre et du droit et les professionnels des procédures préventives et collectives. Et donc nous avons vraiment un rôle de premier contact au guichet de nos greffes pour donner cette information afin qu'elle soit utilisée à bon escient par le chef d'entreprise pour lui permettre d'entreprendre en confiance et en sécurité. Mais concrètement, un chef d'entreprise peut vous appeler pour faire un rendez-vous en visio parce que les chefs d'entreprise ont parfois du mal à se déplacer. Ça, c'est possible, ouais. Oui, tout à fait. Alors évidemment, la crise sanitaire nous a, je dirais, ouvert à ces nouveaux dispositifs de visioconférence. Un rendez-vous, bien entendu, si le chef d'entreprise ne souhaite pas se rendre physiquement pour des raisons de confidentialité directement au tribunal, eh bien, il est tout à fait possible de mener un entretien à distance avec le président du tribunal en toute confidentialité. Les juges consulaires ont montré leur disponibilité tout au long du confinement, puisque le service public a été maintenu entre la période du 17 mars et du 11 mai, où la France était à l'arrêt. Les juges consulaires et les greffes ont continué à avoir contact avec les chefs d'entreprise de leur ressort. Je crois qu'il y a un rapport du Sénat qui a mis en avant toute la dynamique de toute cette justice économique, justement, qui s'est adaptée extrêmement rapidement. Absolument. Donc notre modèle économique nous permet une certaine agilité et une certaine réactivité sur le terrain. Et comment vous appréhendez cette vague on espère, de prévention et puis après de défaillance ? Alors évidemment, on peut l'appréhender en tant que citoyen, puisque ça n'est pas évidemment souhaitable que cette vague arrive. Néanmoins, si elle intervient, les greffes des tribunaux de commerce sont bien entendu prêts à répondre aux demandes des chefs d'entreprise. Je le disais, notre modèle économique nous permet une certaine agilité, une adaptabilité. Nous pourrons dimensionner nos équipes à la réponse judiciaire qui sera indispensable. Il n'est évidemment pas question d'allonger les délais.
et de ne pas répondre à chaque chef d'entreprise. Donc chacun aura une réponse judiciaire à ses difficultés, qu'elles soient préventives ou de procédure collective. Et nous sommes prêts, avec nos équipes, à répondre aux demandes de tous les chefs d'entreprise justiciables si toutefois cette vague intervenait. Oui, parce qu'on n'a pas trop d'idées en fait. Alors, la difficulté, c'est que cette crise est atypique et elle empêche toute prévisibilité. Donc, évidemment, je ne me risquerai pas aujourd'hui à un pronostic, mais quoi qu'il en soit, nous sommes toujours prêts, en règle générale, à accueillir de nouvelles missions dans nos greffes et nous serons réactifs le moment venu afin que tout le monde ait une réponse dans des délais raisonnables et dans les délais actuels d'ailleurs. Nous maintiendrons le service public à la qualité qu'il a aujourd'hui. Très bien, je vous remercie. Je dois vous compléter que tous les juges et tous les présidents de tribunaux sont également prêts à réagir si les chefs d'entreprise est venus nous voir ou si on allait plus loin. Il ne faut pas qu'ils hésitent à ouvrir la porte. Il ne faut pas qu'ils hésitent à ouvrir la porte. Voilà. Je voudrais me tourner vers vous, Hélène Bourboulou. Vous êtes administrateur judiciaire et associé gérant du cabinet FHB. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme retour d'expérience de ces mois difficiles ? Merci d'abord de m'accueillir, de me donner la parole. Je pense qu'effectivement, il est utile d'apporter un peu de concret dans le prolongement des propos de Mme la Présidente Arroas et Mme la Présidente Jonval. Je crois que, en premier lieu, quand on est administrateur judiciaire ou d'ailleurs greffier ou juge consulaire, notre ADN, notre raison d'être professionnelle est mise à l'épreuve à l'occasion du Covid. C'est-à-dire que nous sommes comme des médecins confrontés à la crise sanitaire et nous nous posons relativement peu de questions pour savoir si on va y arriver ou pas. On y va. Donc la première chose, c'est quand même l'ampleur et l'immédiateté, la brutalité qui nous conduit chez nous à nous organiser en 24 heures et ensuite à répondre présent. Alors avec une année un peu en demi-teinte, d'abord parce que il y a effectivement beaucoup moins de procédures collectives, une baisse drastique, plus de 50% dans certains endroits. C'est la réponse logique à la perfusion économique. Et puis quand vous avez une entreprise en difficulté préalable, le fait d'arrêter son activité, de disposer de soutien public, a plutôt pour effet, comme dans toutes les entreprises qui réduisent leur activité, de dégonfler le besoin en fonds de roulement et donc de redonner de la trésorerie. Donc il y a des raisons mécaniques, au-delà des raisons judiciaires ou réglementaires à cette situation-là. Et la réalité, en revanche, c'est que les sollicitations ont été nombreuses, mais des sollicitations différentes. Toutes les entreprises sont devenues en quelques jours des entreprises en difficulté. Et donc ce sont des entreprises qui sont confrontées à des situations totalement inédites. Et quand vous regardez les comptes antérieurs de ces sociétés, ce sont des sociétés qui étaient profitables. Donc ce sont des sociétés qui sont très largement guidées dans leur conduite économique par la performance, par le compte de résultat, et beaucoup moins par la gestion de la trésorerie et la gestion par le cash. Alors il ne faut pas faire de généralité, beaucoup d'entreprises ont une culture de la trésorerie, mais on voit beaucoup de PME profitables pour lesquelles la facturation n'est pas tout à fait faite en jour J, le recouvrement du compte client non plus, et ce n'est pas très grave parce que la société est profitable et donc ça ne la pousse pas dans les difficultés. Évidemment, nous avons donc été confrontés pour moi à 5 types d'interventions en 2020. 20 ans de dossiers qui m'ont finalement sollicité en une semaine pour avoir une information. Donc ça, c'est un rôle pédagogique et on y contribue ce matin et c'est très important. Il y a eu les dossiers qui étaient en cours, sur lesquels on était sur le point de signer des protocoles et sur lesquels on s'est dit c'est pas sérieux. Je signais un protocole dans une société d'aéronautique au moment du confinement. On avait trouvé un accord avec les créanciers, les actionnaires. On a réouvert le protocole, ça a pris un mois de plus, puis on a mis en place un PGE dans une société dont la dette était déjà significative. Et puis il y a les dossiers sur lesquels il y a des secteurs d'activité qui étaient en difficulté, qu'on a peut-être un peu vite condamnés parce qu'il y avait eu les grèves, les gilets jaunes, et on a vu des gros dossiers dans le retail, la Halle, Orchestra, André, qui ont connu des difficultés en procédure collective douloureuse, menées à tambour battant avec des audiences en visio. Et puis on a eu des dossiers qui sont des dossiers pour moi pur Covid. Novares, gros équipementier automobile, on cherche une négociation en avril, on rentre en redressement judiciaire et on fait un plan de redressement en un mois, grâce au comité de créanciers facultatifs, la mobilisation du greffe, du tribunal, équipementier de 12 000 personnes, qui est sauvé grâce à la procédure collective, suivant une procédure amiable. Je rejoins les propos qui ont été indiqués tout à l'heure.
La prévention, c'est aussi l'accompagnement sur le bon chemin. Et donc, on peut rentrer dans effectivement un mandat ad hoc, une conciliation pour faire un diagnostic. Et si le diagnostic, c'est de dire il faut se protéger sur une période plus longue et aller vers le redressement judiciaire, faisons-le, mais faisons-le de manière préparée. Et ça change tout parce que la communication vers les clients, les fournisseurs, la préparation en amont, la capacité à dire à ses clients et ses collaborateurs « je vais aller demander l'ouverture d'une protection judiciaire de redressement, mais a priori j'en sors dans 3 mois », on donne une visibilité temporelle qui est déterminante pour la confiance des parties. Et donc, la 4e intervention, et dans les dossiers Covid, je peux en citer d'autres, un dossier comme Corsair, vous avez vu M. de Izagir, c'est une entreprise qui ne vient pas devant le tribunal dans un environnement normal. Vous prenez le dossier Europcar, ils louent des voitures, du jour au lendemain, ils ne louent plus leurs voitures. Donc ça a été des dossiers purs Covid. Et aujourd'hui, on a effectivement la multiplication, ça a été dit, de procédures amiables, soit parce qu'on a accompagné des entreprises pour obtenir des PGE, mais surtout, et ça c'est très nouveau, pour négocier avec des bailleurs, avec des outils extrêmement importants qu'il faut faire connaître aux PME et TPE, à la fois sur la suspension des résiliations possibles par les bailleurs et l'obtention de délais de paiement allant jusqu'à 24 mois. Et c'est précieux parce que beaucoup de dispositifs légaux ne sont pas encore en place. Pensez au crédit fiscal, il a été annoncé, mais les décrets n'étaient pas sortis, il fallait protéger les entreprises entre-temps. Donc ça, ce sont des moyens effectivement très efficaces. Et puis on s'attend tous à un lissage en fait, des difficultés sur peut-être plusieurs années, moi je pense dizaines d'années en réalité, peut-être 10 à 20 ans, mais de manière construite et donc favorisant principalement quoi? La consolidation des entreprises. Et c'est vraisemblablement le meilleur outil de sortie de crise. Et pour ça, nous avons des outils très forts dans la législation, sous le contrôle du tribunal, pour racheter des entreprises par le capital et présenter des plans, ou in bonis dans des procédures de conciliation homologuées par exemple, ou avec des fonds qui rachètent de la dette pour prendre le contrôle. Et ça, je fais référence aussi à la transposition européenne qui vient un peu perturber nos réflexes habituels sur le rapport de force avec les différentes parties, ou alors par les plans de cession traditionnels que l'on connaît, qui sont quand même très efficaces, et finalement, qui sauve l'autre quand on regarde la reprise de la Halle par Beaumanoir. On peut se demander si ce n'est pas le cédant ou le cessionnaire. En tout cas, on consolide les secteurs. On a un rôle à jouer dans cette consolidation. Il faut espérer que le gendarme de la concurrence soit un peu plus souple sur le plan national et une vision plus communautaire, plus européenne du traitement de ces dossiers. Mais c'est une sortie probablement heureuse qui préparera un meilleur avenir. Voilà ma première expérience de Covid. Et les conseils que vous pourriez donner aux entrepreneurs ? Anticiper, 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 c'est toujours pareil. Quand vous allez à l'hôpital parce que vous avez mal à la tête, vous trouvez assez vite une solution. Si vous y allez au moment où malheureusement vous vous tapez la tête contre les murs, vous ne pouvez plus être sauvé. Il faut y aller quand on a un bobo et un peu mal, mais il vaut mieux se couper un doigt que se couper 2 bras. Et donc anticiper, faites des prévisions de trésorerie, même très simples. Payez votre expert comptable, parce que si vous n'avez pas une photographie de votre entreprise à un instant T, vous ne pourrez pas donner un minimum de prévision, et tout le monde a besoin de prévisions, même en plein Covid, quand on n'est pas capable de les faire. Et puis, n'hésitez pas à aller au tribunal. Au pire, le mandat ad hoc, vous pouvez y mettre fin quand vous voulez. Donc ça ne vous engage à pas grand-chose que de faire cette démarche. Donc anticipez, 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 et n'ayez pas peur. Aujourd'hui, dans la période actuelle, ceux qui sont inquiétants, c'est ceux qui n'y sont pas. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On a une question là sur le seuil des créanciers publics qui serait trop haut. Et donc du coup, voilà, ça empêcherait certaines entreprises de faire des démarches. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous parlez des seuils d'inscription ? Oui. Sophie, vous voulez... Des indicateurs précieux pour les juges consulaires, oui, tout à fait, puisque nous tenons au tribunal de commerce, les greffiers tiennent les registres des sûretés. Et effectivement, les textes prévoient qu'à partir d'un certain seuil de dette fiscale ou sociale, une inscription est prise au greffe du tribunal de commerce et à ce titre est révélée aux tiers et sert aussi d'outil de détection des difficultés pour les magistrats consulaires. Ces seuils ont été rehaussés dans les textes, ce qui fait que le seuil de 250 000 €, donc l'inscription intervient à ce niveau, mais en réalité, le montant des créances qui se trouvent inférieurs à 250 000 € ne sont pas révélés. Et donc, c'est un élément un petit peu, je dirais, pénalisant pour la prévention, puisqu'il n'y a pas d'indicateur en dessous de 250 000 € qui permet au président du tribunal, au juge chargé de la prévention, de dire, voilà, telle et telle entreprise est en difficulté puisqu'elle n'a pas acquitté ses créances auprès des services trésor.
C'est plutôt heureux parce que comme on attend tous des dispositions, notamment sur des remises de charges sociales pour les secteurs fermés, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu la chance de voir leur dette sociale effacée. Enfin, la chance, c'était pas une chance d'ailleurs, c'était une parfaite logique. Les activités qui ont été fermées pour des raisons administratives bénéficient de remises sociales. Ça prend un certain temps. Et d'ailleurs, les URSSAF écrivent volontiers dans les dossiers en disant OK, pas de problème pour reporter l'exigibilité, on vous reviendra pour vous proposer des délais de paiement. Donc, on a inversé totalement la relation habituelle. Et parce que l'URSSAF attend aussi des décisions réglementaires au plan national. Et donc, du coup, ça pourrait être une mauvaise information que de laisser penser à un cumul de dette publique, mais pour la période très immédiate. Sur le fond, c'est tout à fait juste le point qui a été indiqué avant. Après, il y a peut-être un système hybride et à mi-chemin qui peut être instauré. C'est d'ailleurs une proposition qui est issue du rapport Richel, qui est en fait le fait que les services fiscaux et sociaux puissent prendre une inscription, mais que celle-ci ne soit pas révélable aux tiers et au public et ne soit révélable qu'aux acteurs de la prévention, ce qui me paraît être un système extrêmement efficace et protéger les intérêts en présence, je pense. Il y aura peut-être un véhicule pour porter cette réforme avec la réforme des droits et des sûretés, là. Absolument, et M. Marguerite est parti, mais lui suggérer, je pense qu'il est informé de cette proposition. Je pense également. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez aborder pour cette table ronde? Non? Et bien, auquel cas, je vous remercie, vous dire que j'étais ravie d'avoir une table ronde féminine sur ces sujets-là en particulier, particulièrement experts. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes d'avoir participé. Alors, on va commencer avec vous, Didier Oudneau. Vous êtes président honoraire du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce et greffier dans le sud de la France. Voilà. Vous êtes aussi, vous avez été membre de la mission justice économique. La première question que je voudrais vous poser, c'est côté outils, quels sont les outils que vous mettez à disposition justement des chefs d'entreprise? Alors les greffiers ont développé depuis plusieurs années maintenant des outils qui sont dédiés à l'accompagnement des chefs d'entreprise et notamment des outils pour la prévention de ces difficultés. Je retiens notamment du rapport de la mission Richel que 90% des entreprises qui font l'objet d'une procédure collective ont moins de 10 salariés. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de s'adresser à ces chefs d'entreprise, à ces petites entités qui sont bien souvent démunies face aux difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, les greffiers et les tribunaux de commerce, notamment avec leur GIE Infogreffe, ont développé des outils de prévention. Le premier dont je peux parler aujourd'hui, c'est Monidenom. Monidenom, qui est une porte d'accès à l'identité numérique de l'entreprise. Cette identité numérique de l'entreprise permet au chef d'entreprise d'accéder à son cabis numérique. Il accède gratuitement et électroniquement à son cabis numérique, mais il accède également à un outil qui a été développé depuis 2 ans, à l'indicateur de performance. Alors l'indicateur de performance, c'est un outil d'intelligence artificielle, un outil d'ingénierie qui permet de récolter un certain nombre de données qui sont disponibles dans les tribunaux, 700 données, 700 critères notamment bilanciels sur l'entreprise, et toutes ces données vont permettre d'établir un indicateur de performance qui va éclairer l'entreprise sur ses difficultés. Voilà. Ce qu'on rajoute à cet indicateur de performance, c'est un accès vers le tribunal digital. Le tribunal digital qui va permettre aux chefs d'entreprise d'accéder aux services en ligne des tribunaux de commerce, à commencer par le rendez-vous qu'il va pouvoir obtenir auprès du président du tribunal de commerce qui est juge de la prévention ou de la cellule de prévention qui est mise en place. Donc en ligne, grâce au tribunal digital, il peut accéder. L'indicateur de performance, il est accessible gratuitement. Et est-ce qu'il est beaucoup utilisé justement? Alors il est utilisé. On se rend compte que depuis la crise sanitaire, le site Monidenom a permis de créer plus de 200 000 identités numériques des chefs d'entreprise. Donc derrière ces chefs d'entreprise, ont accès à leur indicateur de performance. Et le but du jeu, et le but notamment de ce webinaire, c'est d'en faire la promotion pour que les chefs d'entreprise puissent y accéder en masse.
Donc ça fait un scoring en fait à partir d'un certain nombre de datasets. Exactement. Voilà. C'est un élément de scoring qui reprend 700 critères, notamment bilanciels, les résultats, les effectifs, etc. Et si vous voulez, l'algorithme va aller travailler ces données bilancielles notamment avec des entreprises qui ont déjà fait l'objet d'une procédure collective, et l'algorithme va analyser tout ça et il va permettre ensuite au juge de la prévention aussi de travailler ces informations pour pouvoir aussi faire venir les entreprises devant la cellule de prévention et essayer de trouver avec le chef d'entreprise des solutions. C'est un outil efficace. D'accord. Et sur la partie traitement des difficultés, quel type d'outils vous avez Sur la partie traitement, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire le tribunal digital qui permet aujourd'hui, grâce à l'identité numérique, aux chefs d'entreprise de se connecter directement sur ce tribunal, de pouvoir demander un rendez-vous de prévention avec la cellule de prévention, de pouvoir faire une déclaration de cessation des paiements, de pouvoir faire une injonction de payer en ligne, de pouvoir suivre ces dossiers, faire des déclarations de créances. C'est vraiment un outil complètement dématérialisé à disposition du chef d'entreprise. Et là encore, est-ce que les chefs d'entreprise ont le réflexe d'y avoir recours ou pas encore? C'est progressif. Justement, la crise sanitaire qui a éloigné en fait les chefs d'entreprise, les justiciables de nos juridictions, a vu prendre toute sa place, cet outil prendre toute sa place justement dans les tribunaux. Aujourd'hui, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui saisissent les juridictions de manière complètement dématérialisée grâce à ces outils qui sont mis en place. Donc c'est assez efficace. Moi, je le juge assez efficace, mais il faut continuer à le développer. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Je vais me tourner vers vous, Lionel Canesi. Vous êtes président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. L'expert comptable, c'est souvent le premier observateur extérieur à l'entreprise de ses difficultés. Est-ce que c'est votre rôle de l'informer justement, ce chef d'entreprise, des difficultés qu'il traverse? C'est nos missions essentielles, donc d'analyser les comptes, de conseiller le dirigeant et de l'accompagner aussi, à la fois quand tout va bien, mais aussi quand on commence à sentir que les difficultés arrivent, de lui expliquer quelles sont les différentes procédures, que ce soit les procédures en amont avec le mandat ad hoc ou la conciliation, ou après, d'essayer de le convaincre que quand les difficultés vont arriver, c'est-à-dire pas encore de cessation de paiement, mais difficultés, d'aller vers la procédure de sauvegarde, qui est quelque chose de préventif, plutôt que... Voilà. Alors après, souvent, la problématique qu'on rencontre avec nos dirigeants, c'est le côté psychologique. C'est non, mais je ne suis pas encore là, je vais m'en sortir, vous inquiétez pas, je vais trouver du chiffre d'affaires. C'est ça la complexité. Et donc il y a cette dimension psychologique où on accompagne les clients. Moi j'ai fait pas mal de procédures de sauvegarde à un moment donné sur les entreprises qui en avaient besoin, mais c'est quand même compliqué d'arriver à convaincre le dirigeant d'y aller parce qu'il y a la peur. Et puis il y a la peur d'avoir la mention sur le cabis. Est-ce que mes fournisseurs vont continuer à travailler avec moi? Enfin voilà, il y a quand même cet environnement psychologique qui est important. Aujourd'hui il y a beaucoup de dispositifs qui existent, qui à mon avis marche plutôt bien, mais c'est la dimension psychologique qui est plus compliquée pour le dirigeant. Donc ça, c'est un peu votre quotidien, en fait, d'alerter et de donner cette information justement sur les différentes procédures aussi. C'est aussi exactement. Puis aussi, ce que j'aimerais, alors c'est vrai que j'ai une position en ce moment qui est un peu à contre-courant de cette musique lancinante qu'on entend, où on nous dit il va y avoir des vagues de dépôt de bilan massives, il va y avoir une crise économique et sociale. Enfin, moi, de mon poste de vigie privilégié au cœur de l'économie et des TPE-PME, je vois plutôt une économie qui est résiliente. On a sorti hier les chiffres du baromètre TPE-PME du Conseil des experts comptables. C'est 500 000 entreprises de 20 000 à 50 millions. On a une année 2020 à moins 8. Ce n'est pas non plus le cataclysme qu'on nous... Et je pense qu'il manque une petite étincelle pour qu'on puisse allumer le feu de la relance. Donc voilà, on pousse aussi pour qu'il y ait des mesures qui permettent de relancer notre économie et qu'on n'ait pas ces vagues de bilan dont tous les oiseaux de mauvais augure nous assènent toute la journée. Et voilà, il faut qu'on évite ça aussi. D'accord. D'accord. Et donc votre conseil, c'est vraiment de réagir assez vite. C'est ça. Peut-être de rentrer dans les perspectives de croissance des boîtes pour aussi qu'elles soient un peu réalistes. Ouais. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se repositionner en fait. Est-ce que le monde d'avant va redevenir le monde d'après? On n'en sait rien. Voilà. J'ai plutôt tendance à penser que le monde d'après va très très vite redevenir comme le monde d'avant. La nature humaine, des crises, il y en a eu depuis des siècles. Par contre, le chef d'entreprise qui est dans des secteurs d'activité particuliers, par exemple, si on prend un restaurateur, le restaurateur fermé, il peut ouvrir, il peut vendre. Donc il faut qu'il se réadapte. Et le rôle de l'expert comptable aussi, c'est de l'accompagner. On est des chefs d'entreprise qui font bénéficier à nos clients chefs d'entreprise de notre expérience, à la fois de chefs d'entreprise et de l'expérience de tous nos clients qu'on accompagne. Donc voilà, c'est important aussi de les aider dans la stratégie, à les pousser justement vers cette agilité. On a vu, j'ai deux exemples dans la région marseillaise dans laquelle j'exerce mon métier.
une entreprise qui faisait de la parfumerie, qui, pendant la crise, ne pouvant plus exporter ni produire de parfum, s'est recentrée vers le gel hydroalcoolique. Mars-avril n'avait pas de gel hydroalcoolique. Donc une entreprise, voilà, résilience, agilité. Pareil, une entreprise de la région marseillaise qui faisait des gaines de compteurs d'eau, qui s'est recentrée complètement et qui fabrique maintenant des masques chirurgicaux. Donc on voit qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont cette capacité. Et c'est aussi pour ça que nos dirigeants font preuve de cette agilité, qu'il n'y a pas aussi la crise économique qu'on attend. Donc c'est important et que les experts comptables, avec l'ensemble des acteurs économiques, qu'on puisse accompagner ces entreprises et les aider justement, et aussi dans la réalité du prévisionnel. Hein. C'est-à-dire ramener les gens sur le terrain, dire voilà, un restaurateur qui dit je vais faire 10 000 de chiffre d'affaires par jour, combien c'est de couverts par jour, est-ce que je suis en capacité de les avoir, enfin voilà, faire la réalité avec le prévisionnel. Rationaliser l'espoir. Exactement. Mais donner de l'espoir, c'est important qu'on soit positif aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ben, je vous remercie. Je voudrais me tourner vers vous maintenant, Antoine Diesbecq. Vous êtes avocat au barreau de Paris et associé au cabinet Racine. Et vous êtes aussi membre du conseil scientifique d'APESA, un dispositif d'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. La première question que je voudrais vous poser, c'est qu'on a beaucoup parlé de grandes entreprises, de petites entreprises. Est-ce que pour un avocat, c'est le même type d'accompagnement finalement ? C'est assez sensiblement différent, bien sûr, mais je voudrais quand même revenir sur le point de départ de notre objet aujourd'hui, c'est la prévention. Et je voudrais également distinguer le concept de prévention, qui englobe beaucoup d'idées politiques, d'idées pratiques aussi, et le distinguer, ce concept de prévention et traitement de la prévention, ce dont nous parlons aujourd'hui en réalité. La détection des difficultés, c'est une chose qui nous intéresse tous, mais au quotidien, et les auditeurs sont concernés par comment je prends conscience de mes difficultés, c'est-à-dire comment je fais un diagnostic, et ensuite, ce diagnostic étant fait, comment j'organise un protocole de traitement. Alors, M. Izaguirre, tout à l'heure, pour Corsair, qui lui est une très grosse PME, même on peut dire que c'est une ETI, nous a expliqué qu'il fallait constituer une équipe. En réalité, il en est de même pour une TPE, et peut-être plus encore pour une TPE, parce que finalement, le début des difficultés pour une TPE, c'est déjà grave. C'est-à-dire c'est le moment où le chèque est rejeté, le moment où le fournisseur cesse de livrer. C'est le moment où il est dans une crise déjà importante. Et comment anticiper cela? C'est la première problématique. Et une fois qu'on a pu l'anticiper un petit peu, c'est comment traiter, en évitant d'aller dans une procédure trop complexe, ces difficultés. Alors, je crois que l'initiative qui a été prise par les greffes est évidemment excellente et on voit que le taux de réponse, c'est-à-dire quasiment 7-8% du nombre total des entreprises, 200 000 sur 3 millions, montre que les chefs d'entreprise commencent à penser est-ce que je vais bien et si je ne vais pas bien, pourquoi est-ce que je ne vais pas bien? Et là, lorsque le chef d'entreprise aura fait cet exercice, et même s'il ne le fait pas, lorsqu'il ira voir son expert comptable ou son conseil, à nous de nous réunir parce que la prévention, c'est vraiment le lieu d'élection de la complémentarité entre ces deux professions. Les experts comptables sont capables de faire de la traduction, de l'explication et à partir de là de faire des prévisions. Nous savons, ils peuvent le faire aussi, mais nous avons quand même aussi en tant qu'avocats cette expérience de la partie judiciaire. Or, dans la prévention, le traitement de la prévention, il y a du judiciaire. Nous avons l'expérience de la négociation, c'est notre ADN. On ne fait que ça, même si on peut considérer que lorsqu'on plaide, on ne négocie pas, mais en réalité, si, on négocie encore quelque chose. Donc c'est aider à présenter les choses, mais ne pas fuir les réalités. Donc la complémentarité avocat-expert-comptable, c'est cette capacité à dire, on a fait le diagnostic ensemble, on le partage. Et en 1 heure de temps, on est capable, sur une TPE, de dire quelles sont les problématiques. Et de permettre aux dirigeants de se dire, tiens, effectivement, je ne travaille qu'avec des clients avec lesquels je ne fais pas de marge, ou des clients qui ne me payent pas. Et je peux, à partir de là, reconstruire un modèle économique plus sain, je vais abandonner une partie de mes clients, je vais renforcer les autres qui me rapportent de l'argent, je vais changer éventuellement tel produit, je vais arrêter telle ligne. Bref, toutes ces questions peuvent être traitées dans un temps très court, dès lors qu'on a un analyste de qualité, et je parle de l'expert comptable. Et l'un des problèmes des TPE, c'est qu'ils n'ont pas tous des experts comptables. Beaucoup d'entre elles ont plutôt des comptables. Et mon expérience, même si elle n'est pas quotidienne, puisque j'ai la chance de travailler plutôt avec des entreprises très structurées, ayant des directions financières, des directions comptables, et par conséquent, lorsqu'on vient nous voir, on a un tableau de bord complet, on a un diagnostic qui est déjà préétabli, on travaille déjà sur les solutions. Pour une TPE, le premier sujet, c'est comment je vais. Et pour savoir comment il va, eh bien, il y a ces autodiagnostics qui peuvent nous donner une information, et ensuite, c'est comment je peux aller mieux. Et là,
nous sommes, je pense, experts comptables et avocats, dans un temps très très court, et l'expérience des CIP que j'ai éprouvée dans ma chair et dans mon temps est révélatrice, où en une demi-heure, les sujets sont tellement simples. Désolé de le dire de cette manière, mais c'est vrai. Les sujets sont très simples, notre expérience nous permet de répondre très vite. Ensuite, c'est un peu plus long de mettre en œuvre le protocole de traitement, mais quand on l'a décidé, objectivement, on a réglé 90% du problème. Après, évidemment, il y a d'autres aléas. Là, du coup, on est dans l'étape où l'entreprise fait la démarche en fait, d'aller vers la prévention. Mais est-ce que souvent, elle ne fait pas cette démarche pour des questions de coût ou alors également, dans cette période compliquée, par crainte de ne pas avoir son PGE en fait? Là, vous parlez des freins, n'est-ce pas, à la prévention. Alors, les freins, ils sont évidemment multiples. Je pense que le premier frein, c'est ni le coût, ni le PGE, c'est le culte du secret. Un chef d'entreprise, lorsqu'il ne va pas bien, il va voir son médecin. Et pour lui, c'est naturel. Lorsque son enfant ne va pas bien, il l'emmène chez le médecin. Lorsque son entreprise, dont il dit souvent quand elle va très mal que c'est son bébé, ben, il ne va pas chez le médecin, il se dit « je l'ai conçu, je l'ai fait naître, je l'ai fait grandir, je dois la traiter, je vais y arriver tout seul ». Il faut sortir de cette logique du « vous êtes le mieux placé pour sortir des difficultés, non pas que vous avez créées, mais qui se sont créées en votre présence ». Si on arrive à débloquer ce frein psychologique, on aura déjà fait un grand pas, et c'est l'objet, je crois, là, de notre communication d'aujourd'hui. Ouvrez-vous aux autres, faites confiance, c'est le seul moyen que vous ayez de vous en sortir bien et de profiter de ce que Lionel disait tout à l'heure. On va avoir une reprise, elle va être là. Il va falloir prendre la vague au bon moment, avec les bons outils et les bonnes décisions. Si on refait exactement comme hier, ça ne marchera pas, donc il va falloir utiliser les moyens nouveaux. L'État met une masse d'argent à la disposition des entreprises. Il faudra en profiter pour faire autre chose que payer ses dettes. Il faudra en utiliser une partie pour, 1, remettre de l'argent dans le BFR, enfin pour le financer, pardon. 2, penser investissement. Et il va donc falloir changer un peu les paradigmes anciens qui sont que j'ai une dette passée, je la règle, puis après je m'occupe du reste. Il faut changer ce paradigme, il faut vraiment aller en avant de cela. Donc, le culte du secret doit être banni. Ensuite, le PGE. Bon exemple. Beaucoup ont dit, voilà, j'étais en conciliation, j'étais en mandat ad hoc, je n'ai pas eu mon PGE. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient en conciliation ou en mandat ad hoc, c'est parce que l'entreprise qui bénéficiait de cette mesure, tout simplement, avait bénéficié d'une mesure qui était sous-dimensionnée par rapport à son problème. Si les banques refusent de prêter, ce n'est pas parce qu'on est en conciliation ou en mandat ad hoc, c'est juste parce qu'elles pensent qu'on ne pourra pas rembourser. C'est une approche objective. Et puis, je dirais que le dernier point, c'est le coût. Alors, je l'aborde à la fin parce qu'évidemment, c'est le coût qui fait mal. Et c'est légitime. Le coût, je l'ai dit, en une demi-heure de temps, si on a les bons outils, on peut faire vraiment, on peut dresser un protocole. Allez, je vais mettre 2 heures. La vraie difficulté, c'est le diagnostic. Et ce diagnostic, pour une TPE, il peut aller vite, mais pour une PME, ça peut être un peu plus complexe quand même. Là, j'ai voulu simplifier, mais ça peut être un peu plus complexe. Et sans ce diagnostic initial, tout ce qu'on va faire est totalement inutile. Ça peut marcher si on a un coup de chance, mais globalement, si je n'ai pas fait le bon diagnostic, c'est-à-dire si je n'ai pas les bons outils de prévision, le bon tableau de bord, c'est insoluble. Pour avoir le bon tableau de bord, là, il faut travailler. Et là, incontestablement, il faut qu'un expert comptable ait le temps, dispose de la capacité financière de faire ce travail. Et dans une tribune, j'ai suggéré, donc je me permets de vendre cette idée parce que je la trouve bonne, je suis désolé si je l'exprime, c'est que je la trouve bonne, c'est si j'ouvre une procédure de conciliation, pour qu'elle marche cette procédure, il faut évidemment partager de l'information, il faut une information partagée et compréhensible par chacun. Pour que cette information soit compréhensible par chacun, il faut qu'elle soit donc traitée par un expert comptable. Et ce diagnostic qui sera alors opposable aux banques, aux fournisseurs, bref, à tous les partenaires de l'entreprise, a un coût. Eh bien, si, grâce à cet outil qui a été créé par un expert comptable, en relation peut-être avec l'avocat de l'entreprise, avec son conseil au sens large, on débouche sur une négociation, puis sur un accord, on l'homologue et l'homologation ouvre droit à une subvention permettant de couvrir dans un montant à déterminer le coût de cette intervention. C'est, je crois, assez bien protégé puisqu'il faut d'abord l'ouverture d'une procédure, le juge intervient, donc c'est quand même un contrôle, et à la fin c'est le tribunal qui dit « vous avez bien travaillé, l'accord permet de garantir, sous aléa, la pérennité de l'activité ». Ça vaut la peine de dépenser un tout petit peu d'argent, parce qu'en fait on parle de très peu de choses. Si on cumule, pour les 6000 conciliations, c'est 6 millions d'euros, versus les 130 milliards de PGE, on voit bien qu'on n'est même pas dans l'épaisseur du trait. Donc je crois que ça,
pour lancer des signaux, ça ne marchera pas à chaque fois, mais pour le dire, on a pris en compte que la prévention, ça marche. Nous, État, nous avons mis des milliards d'euros sur la table, on va mettre quelques sous, pas 30 deniers, beaucoup plus, mais en même temps quand même pas grand-chose, pour faire en sorte de crédibiliser ces procédures et leur apporter ce soutien financier nécessaire pour qu'on puisse faire intervenir de vrais experts comptables qui sont capables de faire un vrai travail de diagnostic sur la base duquel tout le monde pourra mener une discussion et trouver une solution pérenne. Et peut-être aussi qu'en attendant que votre solution soit mise en place, dire aux entreprises qu'il ne faut pas qu'elles hésitent à tirer sur les lignes du PGE justement pour financer une conciliation, non ? Si le PGE ne sert qu'à payer du passé, déjà il faut oublier, ce n'est pas la peine de demander un PGE. Le PGE il est là pour effectivement, se faire un matelas de sécurité, on n'est pas obligé de le dépenser. On sait qu'aujourd'hui on a encore à peu près un tiers des entreprises qui n'ont pas tapé dans le matelas, mais c'est plutôt des grandes entreprises importantes, les petites l'ont utilisé. Ce PGE il doit servir à financer le BFR à titre prioritaire. Et puis pourquoi pas investir demain, si le BFR est financé, il peut bien rester une petite marge pour payer un expert comptable ou un avocat pour faire un travail de réflexion, de prospective, qui marche. Je veux dire, on en a tous l'expérience. Notre métier, c'est justement de réussir, donc on ne peut être que très très positif. Alors j'ai une question, je ne sais pas pour à qui elle s'adresse, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'outil CIP ? Vous faites partie des CIP, donc je pense que vous êtes la bonne personne pour répondre à cette question. Et moi, je pense que les CIP, c'est un des nombreux outils formidables qui se met dans une chambre de commerce et d'industrie, dans un lieu totalement confidentiel, à la disposition d'entrepreneurs qui arrivent vraiment avec un manque d'informations extraordinaire. Donc on a toutes les situations. Je ne rentre pas dans le détail, mais je suis extrêmement positif. Et je trouve que c'est l'exemple de ce qui marche et qui montre que l'association expert comptable avocat, puisqu'il y a déjà ces deux professions qui sont réunies, et si j'ajoute à cela un juge consulaire qui n'est plus en activité, donc dont on peut garantir qu'il ne transmettra pas d'informations et donc que la confidentialité sera respectée, eh bien, ces trois professionnels sont capables de donner, non pas des conseils, mais de faire des préconisations en une demi-heure de temps. Et dans mon expérience, mais je crois qu'elle est partagée par le plus grand nombre, quand quelqu'un sort du CIP, il a une vision qu'il n'avait pas en entrant, et une vision positive. Il a une nouvelle image de lui-même, il sait que ce qu'il a prévu, c'est cohérent, parce qu'il y a 3 personnes qui l'ont dit oui, c'est bien, ou il sait qu'il peut prévoir quelque chose dont il n'avait absolument pas l'idée avant d'entrer. Il a déjà fait la démarche, il a déjà fait la moitié du chemin. Mais celui-là, parce qu'il a déjà fait cette démarche. D'où l'utilité, je reviens sur cet indicateur de performance, l'utilité de cet indicateur de performance, c'est de permettre à ce chef d'entreprise de faire un premier constat. C'est une première photographie de la situation de son entreprise. Et ce premier constat, ça va lui permettre de faire ces démarches vers les professionnels que vous êtes, experts comptables et avocats, ou se tourner vers un centre de prévention, ou tout simplement prendre rendez-vous avec la cellule de prévention. C'est ce que préconise d'ailleurs le rapport de Georges Richelme, c'est de mettre en place dans nos tribunaux de commerce des cellules de prévention dédiées aux chefs d'entreprise, donc des cellules qui sont déconnectées un petit peu de l'activité judiciaire, juridictionnelle du tribunal et qui vont pouvoir recevoir les chefs d'entreprise pour les accompagner et ensuite les orienter vers des procédures de prévention, de mandat ad hoc, etc., qui seront traitées par le président dans le cadre de la prévention. Donc ça me paraît important de le redire aujourd'hui aux chefs d'entreprise qui nous écoutent. Utilisez les outils qui sont mis gratuitement à votre disposition sur Mon Idénome, et notamment cet indicateur de performance. Et grâce au tribunal digital, prenez rendez-vous avec la cellule de prévention qui est mise en place dans l'ensemble des tribunaux français et d'outre-mer d'ailleurs, je dirais aujourd'hui. Je voudrais juste ajouter quelque chose parce que j'ai mis en avant beaucoup nos deux professions et je n'ai parlé qu'incidemment du tribunal de commerce. Or, à l'évidence, dans ces procédures de prévention, mandat ad hoc et conciliation, le tribunal est un acteur déterminant. Et déterminant parce qu'il nomme des professionnels dont le rôle est également déterminant, parce qu'ils seront les tiers sachants, objectifs, qui vont garantir l'objectivité de l'information qui va être partagée entre l'entreprise et ses créanciers. Et cet ensemble, l'équipe initiale qui va accompagner le choix de la procédure, le tribunal qui va valider ce choix et le mandataire de justice qui va organiser la discussion, cet ensemble, qui représente un coût, j'en ai conscience, mais à un taux de réussite de plus de 70%, et ce chiffre doit éclairer nos chefs d'entreprise sur le fait qu'il y a une vraie
alternative à l'échec. Je vous propose de conclure sur cette note extrêmement positive et puis cette symbiose finalement entre chacune de vos professions au service du chef d'entreprise pour qu'il aussi se sente moins seul. Voilà, je vous propose de conclure maintenant avec l'intervention d'Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'industrie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je veux d'abord remercier Infogreffe et le Conseil national des greffiers pour l'organisation de cette table ronde visant à améliorer la prévention des difficultés de trésorerie des entreprises. C'est un sujet important dans le contexte que nous connaissons car, évidemment, nombre d'entreprises dont les fondamentaux sont pourtant sains peuvent traverser ponctuellement une période difficile où l'argent manque. Et nous disposons en France de procédures amiables efficaces, mais trop peu connues. Pourtant, lorsque les difficultés apparaissent, les entreprises peuvent s'en sortir, à condition d'utiliser pleinement ces procédures qui existent. Souples, confidentielles, ces procédures se concluent positivement par un accord entre les créanciers et les débiteurs dans 70 à 75% des cas. Grâce à l'accompagnement par un professionnel mandaté par le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, l'entreprise parvient à négocier un plan pérenne, sans conséquences négatives sur ses clients, ses fournisseurs, ses assureurs crédits. Il y a peu, le président Richelme nous a présenté avec le garde des Sceaux le rapport que nous avions commandé à la mission Justice économique. Et je sais que vous en avez parlé ce matin. Les propositions de la mission pour faire mieux connaître les procédures amiables aux entrepreneurs et leurs conseils sont centrales. Le gouvernement s'en inspirera dans les semaines qui viennent pour améliorer l'accès et la qualité de l'information pour les entreprises via par exemple un portail d'information unique. Il faut par ailleurs dédramatiser le fait de franchir les portes d'un tribunal. On ne va pas nécessairement au tribunal pour être jugé. Chacun doit se sentir libre de venir y trouver un accompagnement. C'est même un geste de citoyenneté économique qui permet souvent de sauver des emplois. L'identification des difficultés à un stade précoce est essentielle. Pour cette raison, le ministère de l'Économie et des Finances a développé le dispositif Signaux faibles dès 2019. En croisant les données à disposition de l'État, il est possible de repérer des entreprises en difficulté très en amont. La mission a proposé un rapprochement entre le dispositif Signaux faibles et les greffes des tribunaux de commerce. Et j'y suis tout à fait favorable. Les travaux ont même commencé en ce sens. Cet outil de détection doit être le plus utilisé possible en trouvant les modalités qui permettent de protéger le secret fiscal. La détection n'a évidemment de sens que si elle est suivie d'un accompagnement de qualité. Vous le savez, c'est le quotidien des équipes de mon ministère. Le comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI, traite les dossiers de restructuration financière de plus de 400 salariés, tandis que le réseau des commissaires aux restructurations et prévention des difficultés des entreprises, les fameux CRP, accompagne les entreprises de plus petite taille au plus près des territoires sous la coordination du délégué interministériel aux restructurations des entreprises, le DIR. Plus de 4000 entreprises sont ainsi soutenues chaque année. Le travail des équipes se déroule main dans la main avec les mandataires de justice, chacun dans son rôle, dans le cadre de procédures amiables. Cette coordination doit se poursuivre et s'amplifier, notamment pour que les CRP soient mieux connus des tribunaux de commerce. Il faut aussi trouver les moyens de réduire le coût des procédures. L'affichage d'un coût modeste et forfaitaire pour les très petites entreprises, par exemple, comme proposé par la mission Justice économique, me semble être une très bonne piste. J'attends avec impatience les propositions du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sur ce sujet. Pour ce qui est de l'évolution de notre droit, il me semble important de ne pas dénaturer les procédures préventives. Pour être efficace, il importe que le dirigeant fasse la démarche volontaire d'ouvrir la procédure et d'entrer en négociation avec ses contreparties. Il importe également que la procédure se déroule sur une durée relativement courte. L'expérience montre que les procédures n'obéissant pas à ces principes sont rarement couronnées de succès. Enfin, s'agissant de la pérennisation de mesures d'urgence, je pense effectivement que certaines d'entre elles, comme la suspension de l'exécution des poursuites, pourraient entrer dans le droit commun. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour accompagner au mieux les entreprises dans cette période difficile. Cela passe, j'en suis convaincue, par plus de prévention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier tous les participants, tous les intervenants qui ont participé à cet événement-là, ce webinaire.
les acteurs de la justice économique. Je vais remercier aussi toutes nos équipes d'Infogreffe, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Je remercie aussi particulièrement Gaël, qui a bien voulu accepter d'animer cette séquence. Toutes les interventions ont montré l'intérêt et la volonté des acteurs économiques d'accompagner, de soutenir les chefs d'entreprise dans ces moments difficiles. Je retiens 2-3 idées importantes, 2-3 messages importants. D'abord, l'adage qui veut dire « mieux vaut prévenir que guérir ». On a insisté sur l'anticipation, anticiper. Deuxième chose aussi, deuxième point, c'est, on a entendu la solitude des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise sont des solitaires. Ils sont très souvent seuls quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Au contraire, il me semble indispensable, essentiel, de briser cette solitude-là dans des moments difficiles, dans une situation d'incertitude totale, dans un contexte de complexité qui caractérise de plus en plus le monde des affaires, de franchir le pas, d'aller vers les tribunaux de commerce pour rencontrer les chefs d'entreprise, les acteurs de la justice économique. J'ai envie de dire, les chefs d'entreprise, il est important qu'ils aillent vers le tribunal de commerce qui, j'ose le dire, c'est la maison des chefs d'entreprise, le tribunal de commerce. Pourquoi? Parce qu'on y trouve aussi des chefs d'entreprise. Tous les acteurs qui sont intervenus depuis ce matin sont des chefs d'entreprise, que ce soit les juges consulaires, les experts comptables, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires. Tous sont des chefs d'entreprise qui sont à même de comprendre les problématiques que rencontrent les chefs d'entreprise aujourd'hui. Donc il est important d'y aller vers le tribunal de commerce, de franchir ce cap-là sans se poser des questions métaphysiques parfois. Le tribunal de commerce, c'est l'endroit où le chef d'entreprise franchit pour la première fois quand il veut donner naissance juridiquement à son entreprise. Et là, il rencontre les greffiers. C'est très important. C'est aussi l'endroit où, effectivement, quand ça va mal, quand il a des difficultés, il peut aller rechercher aussi des solutions en toute confidentialité. On a insisté sur les mesures préventives, la confidentialité qui entoure ces mesures-là. Et enfin, je veux dire aussi que nous sommes tous mobilisés en tant que greffiers des tribunaux de commerce d'accompagner les chefs d'entreprise dans ce moment-là, orientés vers le bon professionnel. Et nous le faisons, notre présidente Sophie Jean l'a rappelé, la proximité des greffiers des tribunaux de commerce. Au quotidien, nous rencontrons les chefs d'entreprise. Nous développons depuis 1986 la naissance d'Infogreffe, des outils numériques qui permettent aussi d'offrir une alternative à la proximité physique. Didier Oudneau, notre confrère, l'a rappelé aussi, tous les outils qu'on a mis en œuvre, que ce soit le tribunal digital, qui a atteint un niveau d'utilisation très élevé en 2020 à cause de la crise. Au moment du lancement, en 2019, il y avait eu 341 saisines du tribunal de commerce via le tribunal digital. Et l'année dernière, on en a eu plus de 4300. Donc c'est important de le rappeler, il y a l'alternative des outils numériques, et il y a l'indicateur de performance, il y a aussi l'autodiagnostic aussi, il y a d'autres outils aussi qu'on va développer dans les semaines, les mois à venir pour continuer à offrir cette alternative, je dirais, aux chefs d'entreprise. Je suis très heureux d'avoir organisé, en tout cas avec le Conseil national, cette séquence-là. Nous allons poursuivre en tout cas notre mobilisation au quotidien avec les nouveaux outils, avec les nouveaux projets pour accompagner les chefs d'entreprise, mais aussi pour accompagner, appuyer aussi l'action publique. Il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde et à vous souhaiter tous une excellente journée. Voilà. Merci beaucoup.